Bonjour Martial Méziani, Bonjour, bienvenue sur Impact. merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement s'il vous plaît? Oui, donc je suis Martial Méziani, sociologue, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à ce qu'on appelle CY Cergy Paris Université. Et donc je suis spécialiste des questions d'éducation, de handicap et de jeunesse. Alors, encore une fois, bonjour. J'ai une première question pour vous, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi les jeunes, ou plutôt la France, n'emmerdent plus le Rassemblement national? Alors, à mon sens, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de dire que aujourd'hui, effectivement, on n'est plus dans la même situation qu'il y a une trentaine, quarantaine d'années, où aujourd'hui, on a une adhésion aux valeurs du Rassemblement national d'une partie de la jeunesse et de l'ensemble de la France. Il s'agit de se demander pourquoi. Alors, on le voit facilement, on a un certain nombre de médias qui aujourd'hui véhiculent ce genre d'idées. Et puis, plus globalement, on a aussi des partis politiques qui ont tendance à utiliser les propositions du Rassemblement national et des partis qui se sont toujours situés en fait du côté du pouvoir républicain, qui aurait fait front républicain il y a encore une vingtaine d'années. Et puis un deuxième élément, c'est le slogan en lui-même, le terme en lui-même, la jeunesse emmerde le Front National. C'est une chanson, c'est un terme qui ne peut-être concernait pas l'ensemble de la jeunesse et de la France à l'époque où ce terme a été, on va dire, inventé. Je voudrais juste donner quelques éléments. On peut rappeler quand même que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui en France court depuis plus d'un siècle et demi de manière notoire. Que ça a Pas toujours quelque chose qui existé. date de beaucoup plus longtemps que ça, l'antisémitisme, surtout en Europe. Disons que ce que je voulais dire, c'est que l'antisémitisme politique, mobilisé par les partis politiques et socialement, a vraiment émergé en fait au milieu du 19e siècle, même si bien évidemment on avait des formes de stigmatisation, de discrimination à l'encontre des juifs, mais comme à l'encontre des protestants et à l'encontre d'un certain nombre de populations qui n'étaient pas dans les, on va dire, critères de l'aristocratie puis de la bourgeoisie. Et puis, il y a derrière cette idée-là, c'est ce que je veux signifier en particulier, c'est que le racisme et l'antisémitisme, en fait, ça a toujours existé en France. La colonisation, c'est la fin des années 50, 60. On a un certain nombre d'idées qui vont se développer à travers la colonisation, l'infériorité par couleur de peau supposée, par origine ethnique ou culturelle. Ça, c'est quelque chose qui n'appartient pas au Front National et qui existait dans l'ensemble de la société française et dans l'ensemble des sociétés occidentales. Donc, certes, oui, on peut trouver des raisons aujourd'hui qui expliquent pourquoi la jeunesse ou la France n'emmerde plus le Front National ou le Rassemblement National, mais on peut aussi considérer que le Front ou le Rassemblement National, c'est finalement l'expression d'idées, d'idéologies qui ont cours dans la société française depuis un certain nombre de décennies, voire siècles, et que au final, que ce soit la colonisation, l'antisémitisme ou même la traite de l'esclavage, sont à la fois les causes et le point de naissance finalement de ces idéologies. Alors, ma génération, on fait partie d'une génération qui est souvent jugée woke. On est une génération qui n'aimons pas les injustices et tout ce qui a trait à ça. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi de plus en plus de jeunes? Parce qu'on pensait que cette génération-là était beaucoup plus, on va dire, plus woke, plus réveillée sur certains sujets que d'autres. Pourquoi on voit cette montée du Rassemblement national dans cette génération-là? Pensez-vous que la jeunesse soit incomprise? Alors, déjà, il faut quand même signaler quelque chose. Alors, il faut se méfier des sondages, surtout aujourd'hui au niveau des législatives. Mais le dernier sondage que j'ai vu pour les 18-24 ans, c'est 56% de personnes, de jeunes qui vont voter pour le nouveau Front populaire. Donc il ne faut pas non plus se tromper, la génération actuelle, elle est très orientée à gauche, comme les générations précédentes étaient très orientées à gauche en réalité, et que petit à petit, plus on vieillit, moins on est de gauche. C'est quand même quelque chose qu'on peut constater. Et puis, c'est une jeunesse qui effectivement se sent certainement incomprise, parce qu'elle se bat contre le réchauffement climatique, elle se bat contre les discriminations. Il y a un certain nombre d'actions et d'activités qui sont menées dans ce sens-là. Moi, ce
ce que je retiens en particulier en fait de cette idée de la culture woke, c'est que finalement on a imposé à l'agenda culturel, social et politique le point de vue de populations qui étaient minorisées et qui, il y a encore peu de temps, n'étaient pas du tout audibles médiatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème finalement à un certain nombre de groupes sociaux, de groupes politiques ou médiatiques. Alors, le RN est-il un parti qui est tourné vers le social, comme il le répète beaucoup en ce moment? Alors, c'est une affaire complexe. Quand c'était Jean-Marie Le Pen qui était aux affaires, on était dans une vision extrêmement libérale de la société d'un point de vue économique, avec peu de soutien finalement socio-économique vis-à-vis des populations les plus défavorisées, qui étaient à l'époque et qui le sont quand même globalement encore, plutôt, on va dire, d'origine étrangère ou en tous les cas visiblement d'origine étrangère. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a eu Marine Le Pen qui a eu un discours qu'on pourrait dire de gauche, dans le sens où elle voulait aider les petites gens. Alors, elle n'est pas n'importe quelle petite gens, encore une fois, hein, c'est les populations rurales qui sont peu mixtes d'un point de vue socioculturel, pour lesquelles il y a une certaine unité. Finalement, les ouvriers ou les paysans déçus d'idéologies politiques qui sont passées, qu'on connaît. Hein. Par exemple, le PCF aujourd'hui, dans le monde ouvrier, n'existe plus, mais dans les années 60-70, faisait plus de 50% régulièrement. Donc ça a été une forte évolution qui n'est pas due que au positionnement de Marine Le Pen. Et puis aujourd'hui, avec Jordan Bardella, on voit bien que par exemple sur la retraite à 60 ans, hier il y a eu un débat à BFM TV, c'est juste pour illustrer, on est passé de 60 ans à 66 ans pour les personnes qui ont débuté tard leur carrière professionnelle. Donc on voit que cette question du social, elle est effectivement présente chez un certain nombre de politiques du Rassemblement national. J'ai donné Marine Le Pen, comme exemple, mais c'est parce que c'est la plus connue. Mais on a un certain nombre de politiques, d'hommes et de femmes politiques qui au Rassemblement national veulent avoir une fibre sociale. Ceci dit, moi, ce que je constate quand même, de manière principale, c'est que cette fibre sociale, c'est la moins importante. C'est la plus récente. Ce qui va véritablement compter pour le Rassemblement national, c'est d'abord d'amener à elle un certain nombre de groupes sociaux, d'individus ayant plus ou moins de pouvoir pour acquérir justement un pouvoir politique leur permettant de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et ces actions, elles sont quand même plutôt, elles visent plutôt à classer toujours plus les individus, à exclure toujours plus les personnes qui sont excluables, en comparaison à d'autres qu'on va mettre au centre du jeu. Par exemple, on parlait des jeunes qui ne sont pas compris. Les jeunes issus de milieux plutôt ruraux sont complètement invisibilisés médiatiquement. On ne les entend pas, on n'entend pas parler d'eux, et pourtant ils existent. C'est cette catégorie-là que veut draguer finalement le Rassemblement national, parce qu'en fin de compte, peut-être que le monde rural est moins important d'un point de vue numérique, mais il représente quand même bien 40% de la population française. Et si vous avez quasiment tout le monde dans certaines aires géographiques qui votent pour le Rassemblement national, ça fait un poids politique très important. Et le Rassemblement national, comme l'ensemble des partis d'extrême droite, ont toujours, et encore aujourd'hui, eu la volonté de cliver les populations. Je me faisais la remarque, et ça va être mon mot de la fin pour cette question, je me faisais la remarque que finalement le Rassemblement national, il manque plus qu'à dire que l'immigration c'est bien pour être un parti de gauche. Force est de constater qu'ils ne disent pas que l'immigration c'est bien, et que plus ça avance, plus on voit qu'effectivement les dimensions sociales disparaissent et sont peu importantes en fait pour le parti. Alors, instauration de peine plancher, suspension des allocations pour les familles ayant des jeunes délinquants en leur sein, suppression de droits du sol. Pensez-vous que cette surenchère dans la répression va-t-elle changer quelque chose en France? Va-t-elle rendre la France plus sûre? Alors, je ne sais pas si la France est moins sûre ou plus sûre qu'avant. On peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Ce que je peux dire, c'est que le côté symbolique, déjà, va poser problème en termes de sécurité. C'est-à-dire que si une partie de la population dit à une autre « vous n'êtes pas les bienvenus »,
en France, alors que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents sont arrivés en France, évidemment, il va y avoir un accroissement des tensions, comme ça peut parfois arriver. On a eu des émeutes en juillet 2023, on a des émeutes régulièrement dans des localités spécifiques, et puis on a eu les émeutes de 2005. Les émeutes de 2005 n'ont jamais été résolues. C'est quelque chose qui n'a jamais été questionné du point de vue politique. Alors il y a eu la politique, une certaine politique de la ville, avec notamment construire des logements plus bas, arrêter les grandes barres, etc. Mais c'est pas une politique sociale, éducative, publique, qui permet à ces populations-là justement de sortir de leur ornière. Sur les propositions faites par le Rassemblement national, ce qui est intéressant, c'est que certaines d'entre elles ont déjà été mises en œuvre par la droite sous Sarkozy. Et Sarkozy, qui avait réussi à réduire la place du Front National à l'époque, en fait, comment il avait fait, il avait notamment dragué la population Front National, qui à l'époque était très très favorable à ces mesures-là pour la question de l'insécurité. Et ça, c'est un point important, c'est la dédiabolisation du Rassemblement national. Elle a d'abord commencé par la droite française, qui a repris en fait les propositions politiques qui sont aujourd'hui proposées par le Rassemblement national. Quant au droit du sol, c'est quand même une question qui est très importante et qui ne peut pas se résoudre au mois de septembre ni au mois de juillet. Il va quand même falloir respecter un agenda particulier sur le plan politique. On ne peut pas supprimer le droit du sol comme ça. Donc, pour répondre à la question, je ne suis pas sûr que la société française sera plus sécure, on va dire. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on va continuer de la même manière qu'on fait depuis quelques années, c'est-à-dire accroître les tensions, faire monter les oppositions, plutôt que d'essayer d'instaurer un dialogue. Et à ce jeu-là, à ce titre-là, je ne suis pas tellement étonné que le Rassemblement national aujourd'hui soit le premier parti politique en France, parce que le parti l'ensemble de la majorité présidentielle a un discours extrêmement clivant, et le nouveau Front populaire également a un discours relativement clivant également, ce qui pose la question qu'on a 3 grands blocs aujourd'hui qui sont clivants. Donc même si demain le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir, je pense que la situation en France ne peut pas s'améliorer. Je tiens quand même aussi à préciser que quand on sort dans la rue, aujourd'hui, on est relativement en sécurité quand même. Les agressions physiques, etc., c'est pas toutes les 2 minutes. On a quand même un discours depuis 40 ans, 50 ans qui dit qu'on n'est plus sûr de rien en France dès qu'on sort dans la rue. Faut quand même pas non plus exagérer de ce point de vue-là. Et donc pour conclure, je dirais que le pays sera pas plus sûr et il me semble pas que de toujours taper sur les personnes dont on pense qu'elles sont coupables, ça va régler quoi que ce soit. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant. Vous avez parlé des émeutes qu'il y a eu à plusieurs reprises en France, et notamment les émeutes de 2005. Mais certaines personnes appellent ça des révoltes. Certains disent que les cités, la banlieue se révoltent, mais ils se révoltent contre quoi concrètement ? Bonne question. Contre quoi ? Moi, ce que j'entends et ce que je comprends de cette position sociale, c'est bien évidemment de n'avoir aucune chance dans la vie. Il y a ce sentiment que finalement on est un territoire abandonné, qu'on est un territoire complètement exclu finalement du champ républicain, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune. À Noisy-le-Sec, on a la demande de faire un commissariat national de plein droit, avec la ville de Sevran d'ailleurs, et c'est une demande qui émane de la gauche, pas de la droite. Pourquoi ça arrive ? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui se sentent en insécurité et qui, au-delà même de l'insécurité, qui n'est pas forcément produite par des jeunes d'ailleurs, considèrent qu'ils sont des citoyens de second ordre, de second plan, de seconde zone. Et c'est de cela dont il est question. Il y a un autre élément, moi, qui me semble important, c'est que justement, il s'avère que j'habite juste devant un Carrefour Market au centre-ville de ma ville, et que ça a été un endroit de pillage par des jeunes. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette situation, contrairement à 2005, c'est que les jeunes volaient des chocobons, des Kinder, etc., et qu'ensuite ils les distribuaient à tout le monde. Donc ce côté émeute, révolte, il est aussi, je ne suis pas en train de le justifier, mais il y a quelque chose qui relève d'une forme de joie de le faire. Et c'est
bien ou c'est pas bien, je ne sais pas. Mais moi, ça me semble être quelque chose d'inquiétant, dans le sens où quand on n'a plus rien à faire de quoi que ce soit, on va justement aller casser une parfumerie pour prendre un parfum pour sa copine. C'est des choses qui sont ressorties aussi médiatiquement. Finalement, on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Et cette forme de nihilisme, je pense qu'elle est très inquiétante en fait, parce que pour un certain nombre de populations de ces quartiers, on ne sait pas quoi faire de son avenir. Et je vais faire un parallèle, plus qu'un parallèle, je vais faire un pont avec les populations qui sont séduites par le Rassemblement national. Justement, les populations séduites par le Rassemblement national sont des populations qui sont paupérisées, qui sont au chômage, qui connaissent peu de personnes issues de l'immigration en apparence. Généralement, c'est des gens qui peuvent avoir eu des grands-parents, des arrière-grands-parents polonais, italiens ou pas, mais qui vont avoir eu dans leur histoire familiale ou sociale des personnes issues de l'immigration proche d'elles. Là aussi, il y a une forme de désertion socio-économique. Et cette désertion socio-économique, c'est pas qu'elle est tant réelle que cela, qu'en fait, on est extrêmement inquiet pour notre avenir. Pour la plupart d'entre nous, ce qui pose problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On a la croissance économique qui est en berne, ce qui fait qu'on n'a pas de lendemain qui chante, et qu'au fond, la seule chance de réussite, c'est la réussite individuelle. C'est parce que j'arrive à me sortir moi-même de mes problématiques que je vais y arriver. À ce titre-là, la figure du rappeur, du footballeur ou de l'entrepreneur, d'une manière plus générale, sont des figures qui, à mon avis, sont assez illustratives de cette tendance. Et personnellement, je ne vois pas comment une société peut fonctionner avec une multiplicité d'entrepreneurs qui peuvent réussir un jour et échouer le lendemain. Alors, les gens qui votent à droite, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer personnellement, sont souvent accusés de ne voter que par racisme, par manque de connaissance de l'histoire ou par bêtise. C'est quelque chose qui revient très souvent, surtout sur les réseaux sociaux. On traite les gens qui votent pour le Rassemblement national de personnes bêtes, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne savent pas pour qui ils votent. Et donc, qu'est-ce qui motive concrètement un vote RN aujourd'hui ? Alors, ce qui motive un vote RN, le premier élément de ce que j'en comprends, c'est le fait que les autres partis politiques ont déçu. Il n'y a pas eu un parti politique qui n'a pas déçu collectivement. Alors on peut se demander pourquoi il n'a pas déçu. Pourquoi le RN n'a pas déçu, si, mais pourquoi les autres partis ont déçu ? Parce qu'en fait, on promet un bonheur individuel à un ensemble de personnes par des mesures collectives. Sauf qu'on est dans une société où il y a des gens qui réussissent et des gens qui échouent. On est dans une société où, pour un certain nombre de personnes, être ouvrier, c'est déjà pas si mal que ça. Sauf qu'on essaie de construire une société où on va être dans la réussite ultra-individuelle. Et ça, c'est un véritable problème, à mon sens, et que la gauche n'arrive pas. C'est une contradiction entre ces valeurs profondes, en tous les cas affichées, et ce qui est mis en œuvre dans notre société, c'est-à-dire faire du collectif avec de l'individuel. Ça, je pense très franchement que c'est difficile. Et que la droite, avec le côté gaulliste, justement, n'a plus du tout, j'ai envie de dire, en magasin, il n'y a pas d'offre politique à droite. Je ne parle pas d'extrême droite, je parle de droite. Les Républicains, anciennement UMP, RPR, etc. On n'a pas de solution, de possibilité, justement, de passer de l'individuel au collectif, de faire finalement société. Et c'est à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue culturel. En fin de compte, on parle la même langue. On a des codes sociaux communs, on a parfois même des valeurs similaires, en étant très éloignés les uns des autres, et pourtant, c'est comme si on ne faisait pas partie du même monde. Et ça, les partis politiques n'ont pas réussi à le tenir. Quand le Parti communiste français était très fort, l'idéal, c'était l'idéal communiste, notamment porté par l'URSS, et on peut noter quand même que la montée du Front National, elle apparaît avec la crise, justement, du monde et du bloc communiste. Donc ce manque de vision, de lendemain, de qu'est-ce qu'on va faire ensemble, fait qu'aujourd'hui, à mon sens, le Rassemblement national monte. Il y a un autre élément qui me semble important, c'est qu'il ne faut pas confondre droite et extrême droite. Là-dessus, c'est quand même extrêmement important. Les mots ont un sens. Je sais qu'aujourd'hui, le Rassemblement national a envie de dire qu'ils sont de droite. Non, ils ne sont pas de droite. Alors le Conseil constitutionnel a classé le Rassemblement national à l'extrême droite. Donc ça, c'est un point de repère important pour tout le monde. Mais il faut quand même constater que les Républicains, pour leur grande majorité, se réfèrent à Charles de Gaulle.
excusez-moi, Charles de Gaulle, c'était pas un mec de gauche, c'était pas un socialiste, c'était pas un communiste, c'était même peut-être quelqu'un qui était pas forcément de centre, voire qui était très à droite. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que la dimension sociale de la droite, il en est l'un des dépositaires historiques. Le Rassemblement national, le Front national, s'est construit contre, et surtout contre le général de Gaulle. Pas contre le PCF. Et je trouve que cet abus de langage de dire que le Rassemblement national serait de droite, ça pose problème quand même pour avoir les idées au clair par rapport à ces dimensions-là. Enfin, un dernier élément sur le racisme des gens qui voteraient Rassemblement national. Moi, je vais vous dire, je connais des gens qui sont très à gauche, qui sont profondément racistes et antisémites. Ça existe. C'est vrai. Comme ça existe qu'il y a des gens qui sont du Rassemblement national qui ne sont pas racistes. Ça doit exister, évidemment. Dans les gens qui votent, les gens qui sont sympathisants, l'enjeu pour eux, si on leur dit demain, non mais il y a des migrants, mais toi, il n'y aura aucun problème pour ton avenir, si on leur démontre et qu'ils l'expérimentent et ils l'éprouvent, il n'y aura aucun problème, le racisme va disparaître. Ce qui fait qu'il y a du racisme, c'est bien évidemment la méconnaissance, la non-expérience éprouvée en particulier de relations avec des gens d'autres milieux, en fin de compte. Et avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a cette tendance à s'enfermer sur soi-même, à rester centré sur ses propres opinions et sa propre communauté idéologique, on va dire, de départ, voire culturelle. Alors, il y a un véritable clivage gauche-droite aujourd'hui en France. Comment c'est arrivé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Alors, le clivage gauche-droite en France, il a toujours existé. Aussi brutal qu'aujourd'hui? Alors, ça dépend des périodes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été déjà très, très brutal. Alors, déjà, il y a un petit exemple, je parlais de De Gaulle. De Gaulle a subi un attentat lorsqu'il était président par l'extrême droite. Faut pas l'oublier. Donc la violence politique en France, elle existe depuis très longtemps. Le clivage gauche-droite, il est extrêmement fort et structurant de la politique française. Ce qui s'est surtout passé, on a eu deux périodes en France, quand il y avait la République, où la gauche et la droite n'étaient pas aussi séparées. À mon sens, c'est avec Macron, qui a voulu faire exploser le clivage gauche-droite, et c'est avec, finalement, le général de Gaulle. C'est les deux périodes historiques qu'on a connues où la gauche et la droite n'étaient pas séparées quand il y avait une république. Sous Vichy, bien évidemment, c'était encore une autre histoire. Ce qu'on peut constater quand même, et ce qui est important, c'est que ce qui fait fondamentalement le clivage gauche-droite, c'est qu'à gauche, on va d'abord penser le collectif pour arriver à l'individuel, et dans la droite, c'est plutôt de l'individuel vers le collectif. On va supposer que ce sont les actions des individus qui construisent la société, alors qu'à gauche, c'est plutôt l'idée de dire qu'on va d'abord faire société pour que les individus soient formés. C'est pas anodin en termes d'éducation, ça veut dire qu'on va pas donner la même éducation aux enfants et aux jeunes. D'un côté, quand on est plutôt de droite, on va valoriser l'esprit d'initiative, d'entreprise. C'est pas une mauvaise chose, je suis pas du tout en train de dire que c'est mal. Et quand on est de gauche, on va plutôt être quelle solidarité on va mettre en œuvre en tant que citoyen, quel impôt je suis prêt à donner pour que justement il y ait une école de qualité et qu'il y ait une solidarité d'État. La solidarité d'État de droite, c'est je vais donner de l'argent pour que tu t'engages et que tu t'investisses, mais par contre, il faut que tu réussisses. À gauche, on va avoir plutôt cette idée, je vais te donner de l'argent parce que justement, la vie t'a amené à avoir des difficultés économiques. Donc, c'est ça qui fait la différence, c'est que en fin de compte, les politiques sociales en France, la solidarité d'État, elle est structurée autour de ces deux idées depuis longtemps. On peut quand même constater un élément extrêmement important et qui fait qu'il y a eu une impression de mélange ou de mélange entre gauche et droite, c'est qu'on a eu un certain nombre de doctrines politiques qui ont finalement imposé que si on donne de l'argent à quelqu'un, c'est parce qu'il a besoin d'aide, il faut qu'il y ait un projet derrière. Par exemple, quelqu'un qui touche le RSA, il faudrait quand même qu'il puisse donner de son temps pour nettoyer les rues. Alors ça n'existe pas aujourd'hui, c'est expérimenté quand même de manière récurrente. D'ailleurs, c'est bien le revenu de solidarité active.
solidarité active. Et le côté actif, c'est pour la personne qui touche le RSA. Donc c'est quand même quelque chose d'important que justement cette tendance, alors le RSA c'était le RMI, c'est devenu le RSA, c'était une mesure de gauche, une mesure de droite. Il n'y a évidemment pas fondamentalement une grande différence après. Néanmoins, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il a dit en 2012, au mois de février 2012, il a dit que la finance était son ennemi. Son action politique ne visait pas à détruire la finance. Elle était plutôt de trouver les moyens des moyens pour que finalement on soit dans la solidarité. Et c'était des mesures qu'on va considérer plutôt de droite ou de centre-droite. Alors, on a beaucoup parlé de la droite. On va passer de l'autre côté, de l'opposé. On va parler de la gauche. Est-ce que vous pensez que la gauche, aujourd'hui, est antisémite ? Non, mais je vais en dire un peu plus. Non, je ne pense pas qu'elle soit antisémite. Je vais donner un exemple historique pour nuancer mon propos et 2 exemples personnels. Bien évidemment, la gauche n'est pas antisémite par définition. La gauche ne se définit pas historiquement par des appartenances culturelles, ethniques, etc. En particulier après l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, alors Dreyfus était un militaire qui, parce qu'il était juif, a été vilipendé sur la place publique parce qu'il était considéré qu'il était un traître pour l'État. J'entre pas plus dans le détail. À l'époque, la gauche a été profondément contre Dreyfus en partie, et une autre partie a été pro-dreyfusarde. Donc la gauche s'est fissurée à l'époque, et au final, ce qu'il en est ressorti notamment par Jaurès et d'autres, c'est que la gauche allait lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, etc. Alors le racisme à l'époque, non, ça s'appelait pas comme ça évidemment. Il faut savoir que la colonisation, elle a été aussi décidée par la gauche au XIXe siècle, en partie au niveau européen, enfin dans les différents États. Donc la gauche ne s'est pas définie contre l'antisémitisme immédiatement. En revanche, effectivement, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé à gauche tout au long du XXe siècle. Touche pas à mon pote. La marche pour les beurs dans les années 80, c'est pas Jacques Chirac qui l'a menée. C'est pas des mouvements de droite, ce sont des mouvements de gauche. Il y a eu aussi beaucoup de juifs qui étaient communistes dans les années 50. Et d'ailleurs, aux États-Unis, être juif communiste dans les années 50, c'était quelque chose qui était vraiment pas une bonne chose. Il fallait ni être juif ni être communiste aux États-Unis. Donc le fait d'être juif ne fait pas de vous quelqu'un de communiste, et le fait d'être communiste ou socialiste ne fait pas de vous quelqu'un d'antisémite. En revanche, moi, j'ai eu des expériences personnelles de gens de gauche qui devenaient antisémites d'un seul coup. Et je vais vous donner 2 exemples pour illustrer le propos. Le premier, c'est que moi, je suis issu d'une famille où on m'a éduqué à l'antiracisme, contre l'antisémitisme, mais il faut défendre en fait cette cause. Et puis, très étrangement, des gens très proches de ma famille qui ont pu me transmettre ces valeurs, en étant en contact avec d'autres personnes du même bord politique qui à l'époque était justement le PCF, il y avait de l'antisémitisme, et puis d'un seul coup, par contagion, l'antisémitisme est un peu arrivé. Enfin, pas qu'un peu. Il y a eu des propos antisémites que j'ai pu entendre dans ma famille. C'est quelque chose qui est passé ensuite, qui a disparu, et il n'y a plus eu de propos antisémites. Et au fond, l'antisémitisme à gauche, il existe parce qu'il y a des individus qui peuvent être antisémites, évidemment, mais comme dans tout mouvement politique, faut pas se leurrer. Mais voilà, ça peut être par contagion. Le deuxième exemple, et là qui me semble extrêmement important par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que, au début des années 2000, le conflit israélo-palestinien a connu une autre acmé comme on l'a connu, comme on la connaît encore aujourd'hui. Moi, j'étais à l'université de Paris 8, jeune étudiant, il y avait aussi une mobilisation contre pour les sans-papiers, pardon. Et donc, il y avait des groupes d'échanges, etc., etc. Et puis, d'un seul coup, 2 camarades de promotion de mon parcours à l'époque commencent à parler des Juifs.
et là disent des choses extrêmement antisémites. Je ne vais pas dire les mots exactement, mais vous voyez bien, quand je dis extrêmement antisémite, on est proche du nazisme en fait. Et c'était lié au conflit israélo-palestinien. Des gens qui se disent de gauche, des gens de bonne parole, des gens bien sous tout rapport, des jeunes. Hein. Et moi, je me suis fait une remarque quand même à l'époque, et je voulais la partager avec vous. C'est que, au bout du compte, je me suis dit à ce moment-là, mais si être pro-palestinien, ça peut amener à de l'antisémitisme, je considère qu'il ne faut pas prendre parti. Pourquoi il ne faut pas prendre parti ? Parce qu'à mon sens, ça ne va pas faire du bien aux Palestiniens et aux Israéliens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et qu'il ne faut pas dénoncer quand, oui, le Hamas fait ce qu'il fait, quand, on l'a vu récemment, l'armée israélienne blesse un jeune et le met sur le capot de son 4x4. Oui, effectivement, ça c'est inadmissible et on ne doit pas rester insensible. C'est pas la même chose qu'être pro-palestinien ou pro-israélien, c'est un premier élément. Et que c'est quelque chose quand même qui est important, c'est que quand on prend parti, alors qu'on n'est pas partie prenante, je parle de jeunes qui n'étaient pas, qui n'avaient pas d'origine maghrébine. D'ailleurs, d'être d'origine maghrébine ne fait pas de nous quelqu'un d'être partie. On n'est pas partie prenante de ce conflit. Et là, c'était des jeunes qui n'avaient aucune origine, je vais le dire comme ça, nord-africaine ou du Moyen-Orient. C'est vraiment des personnes qui ne connaissaient aucun Palestinien et aucun Israélien. Donc le fait d'être sensibilisé à ces causes, c'est très bien. Néanmoins, moi ce que je constate quand même, c'est que l'antisémitisme, effectivement, il peut arriver par contagion parce qu'on connaît des gens qui sont déjà antisémites, qui peuvent être de gauche ou pas, soi-même en étant de gauche, et puis aussi par le conflit israélo-palestinien parce qu'on a un grand sentiment d'injustice qui peut s'entendre et qui peut se comprendre. Le problème, à mon sens, c'est que c'est pas un antisémitisme de type qui a donné lieu ensuite au nazisme. Il ne faut pas non plus dire que c'est le même antisémitisme que ce qui s'est passé au début du XXe siècle avec l'extrême droite, justement, j'y reviens quand même. C'est un antisémitisme qui est lié justement à une cause qui est externe au fait d'être pro ou antisémite ou pro-israélien ou pro-palestinien. D'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que pro-palestinien veut dire antisémite, mais que pour un certain nombre de populations, la tentation du raccourci est très très rapide. Donc, ce qui va se passer, la gauche n'est pas antisémite. Cela étant, on a un certain nombre de personnes qui vont être plutôt médiatisées ou pas du tout, qui vont faire des dérapages antisémites pour la cause pro-palestinienne. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, quand c'est un homme ou une femme politique qui s'exprime, eh ben, il a une responsabilité justement sociale et politique. Ce qu'il dit va avoir un effet sur des gens qui l'écoutent. Et au lieu de dire « prenons le temps », observons la situation, ne décalquons pas la situation en France par rapport à ce qui se passe en Israël et en Palestine, faisons la part des choses. Si on a quelqu'un qui dit de toute façon c'est parce qu'ils sont juifs, oui, là on est dans une forme d'antisémitisme parce qu'il y a des juifs en France, ils sont même pas sionistes en fait. Donc il y a une tendance et une facilité à l'amalgame parfois qui fait qu'on va avoir de l'antisémitisme. Mais je dis tout ça pour dire que la gauche n'est pas du tout antisémite et réduire la gauche à des dimensions racistes et antisémites, c'est méconnaître complètement finalement la politique française du XXe et du XXIe siècle et que ça renvoie quand même très globalement à une forme d'instrumentalisation d'un parti politique en particulier qui n'est pas le Rassemblement national, qui est la majorité présidentielle. Et là où je trouve qu'il y a véritablement un problème, c'est qu'au-delà des expériences personnelles que je vous ai contées, je pense que la plupart des gens ne sont pas comme je vous ai dit. Justement, ils sont beaucoup plus mesurés, et même si on peut parfois avoir des propos antisémites, il me semble quand même qu'on n'est pas tous des néo-nazis. Ça, c'est quand même un point important. Le véritable problème, à mon sens, c'est que le parti de la majorité présidentielle qui se dit lutter contre les extrêmes est en train aujourd'hui d'être lui-même une forme d'extrémisme. Et c'est ça le véritable problème. C'est qu'au lieu d'être apaisant, on fait exactement l'inverse. Il y a très peu de temps, j'ai vu un passage d'une vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas du tout mélenchoniste, attention, je préfère le dire, qui disait au début des années 2000 qu'il ne faut pas déplacer ce qui se passe sur les bords du Jourdain sur les bords de la Seine ou du Rhône. Et ben, c'est un peu ça l'idée. C'est que, bien évidemment, on ne peut avoir que de l'empathie vis-à-vis des populations là-bas qui sont touchées de plein fouet par ce qu'il s'y passe. Maintenant, les dérapages antisémites, c'est pas du tout obligé, on va dire, mais que c'est pas non plus la majeure partie des gens de gauche, très très loin de là.
Alors justement, en parlant de ça, j'espère que tout va bien pour vous. Ça va? Ok, alors en parlant de ça, beaucoup reprochent à la gauche, surtout pour les européennes, de s'être beaucoup plus exprimé sur ce qui se passait en Israël et en Palestine, qui est un drame, que ce qui se passe concrètement en France. Beaucoup leur reprochent de beaucoup plus s'intéresser au conflit israélo-palestinien qu'aux vrais problèmes de la France. Il y a deux choses. Le premier, c'est que ça devient c'est pas que ça devient, c'est un problème en France, donc de la France, ce conflit israélo-palestinien, parce que il y a beaucoup de gens qui se sentent impliqués et touchés. Ça, c'est un premier élément. On ne peut pas nier le fait qu'il y a des gens qui sont sensibles à cette situation. Et cette sensibilité à cette situation, elle date pas de maintenant. C'est quelque chose qui existe depuis que ce conflit israélo-palestinien existe, en fait. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les élections européennes, ce sont des élections pour l'Europe. C'est pas des élections pour la France. Moi, je veux bien qu'on dise il faut se préoccuper des Français, mais se préoccuper des Français, c'est aussi se préoccuper de ce qui se passe à l'international. Donc, quel que soit l'avis qu'on a sur le conflit israélo-palestinien, ne jamais s'en préoccuper, à mon sens, c'est une faute. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre parti. Je ne suis pas en train de dire que ce que pensent LFI, plutôt être d'un côté que d'un autre, c'est ce qu'il faut faire. Ceci dit, on ne peut pas nier le fait que si on ne prend pas parti, si on ne s'engage pas au niveau international au moment des élections européennes, à quel moment va-t-on le faire ? Voilà, ça c'est vraiment une réponse importante. Raphaël Glucksmann, qui représentait le PS et Place Publique, il n'a parlé que de questions européennes. Mais bien évidemment, ça va avoir un effet sur la France. Pareil, ce qui se passe au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'Union européenne, il faut pouvoir peser directement dans les institutions. C'est pour ça qu'on vote aux européennes. C'est parce que, justement, ce qu'on va décider au niveau européen va avoir une incidence en France. Et d'ailleurs, si demain le Rassemblement national arrive au pouvoir, il n'y aura pas fondamentalement de changement, sauf si la France veut quitter l'Union européenne. Sauf que ce n'est pas du tout ce que dit aujourd'hui le Rassemblement national, bien au contraire. Donc le fait de ne pas parler de la situation en France au moment des élections européennes, c'est tout à fait normal. Alors, on a remarqué que les deux partis opposés à la gauche, Renaissance et le Rassemblement national, ont deux figures jeunes. Je parle de Gabriel Attal et de Jordan Bardella qui les représentent bien, qui sont jeunes, qui sont beaux et qui on va dire, attirent la sympathie de beaucoup. Et pour la gauche, on a Jean-Luc Mélenchon qui est tout le temps, on va dire, attaqué dans les médias et qui est aujourd'hui accusé de beaucoup des maux de la gauche, comment ça s'appelle, des problèmes que rencontre la gauche. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, concrètement, aujourd'hui, est un handicap pour la gauche, pour le nouveau Front populaire ? Je vais donner mon avis personnel. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon soit la solution. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de scrutin. Là, aujourd'hui, c'est les législatives pour avoir un Premier ministre. En tous les cas, surtout pour avoir une majorité relative ou absolue. Jean-Luc Mélenchon, la manière dont il semble vouloir incarner le pouvoir, c'est avant tout, à mon sens, quelque chose qui relève du rôle d'un président de la République. Donc quand Jean-Luc Mélenchon il dit qu'il va être Premier ministre, puis après il dit non, je ne veux pas m'imposer, mais après je veux m'imposer, en fait il déplace le sujet, alors que Jordan Bardella et Gabriel Attal restent dans le costume en fait qui est attendu. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'accord à gauche pour qu'il soit le Premier ministre. Ça c'est clair. Rien ne dit que Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre pas au soir du second tour, mais sera nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Et puis il y a un autre élément qu'il ne faut peut-être pas oublier et qu'on a tendance à un petit peu zapper, c'est qu'aujourd'hui on a un nouveau Front populaire, certes, mais dans ce nouveau Front populaire, on a quand même des sensibilités extrêmement différentes. Du NPA au Parti socialiste, et la partie, on va dire, droite du Parti socialiste, elle serait tout à fait en mesure de s'allier avec des Édouard Philippe, Gabriel Attal, sur un certain nombre de sujets, qui font que, je ne sais pas, quel sera véritablement
la couleur de l'Assemblée nationale à la fin du second tour. Il y aura des gens du PS qui vont passer côté Renaissance ou Horizon. Et ça, c'est un point important. Le problème de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est que, évidemment, il est extrêmement clivant et que c'est à la fois son avantage, c'est-à-dire que oui, il va ramener du monde qui vont être convaincus par ce qu'il dit, mais par contre, dès qu'on est un petit peu en désaccord avec lui, on est exclu du jeu. Moi, je vais vous dire franchement, en 2022, je n'ai pas voté LFI parce que Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est clair. Alors, justement, en parlant de ça, est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Luc Mélenchon est, c'est ce que beaucoup disent, diabolisé dans les médias? Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Alors, c'est plus que Jean-Luc Mélenchon qui est diabolisé dans les médias actuellement au moment des élections. Il y a d'abord un parti politique qui met dos à dos le nouveau Front populaire avec le Rassemblement national. Je ne pense pas être le seul universitaire ou intellectuel à dire que quand même c'est de l'escroquerie, je le dis clairement. Il faut quand même un petit peu arrêter de dire que l'EPS ce serait la même chose que le Rassemblement national, que même LFI ce serait pareil que le Rassemblement national. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on diabolise aussi les idées en fait de ce nouveau Front populaire en disant que ça va être la fin du pays. Alors en 81, quand François Mitterrand a été élu, on a dit les mêmes choses. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont pu passer et d'autres, effectivement, il y a eu le tournant de la rigueur parce que effectivement, le programme qui était beaucoup plus ambitieux n'était pas forcément viable économiquement. Ça, c'est un point qui est quand même important à mentionner. Ceci dit, oui, à mon sens, on diabolise plutôt ce que représente Jean-Luc Mélenchon, parce que derrière cela, on a quand même des médias qui sont tenus économiquement par un certain nombre de personnalités qui veulent quand même plutôt voir au niveau économique un système qui va les avantager eux. Or, le nouveau Front populaire tel qu'il est présenté aujourd'hui ne va pas avantager les populations les plus riches, qui sont en même temps les populations qui détiennent ces médias. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez identifiable, me semble-t-il. Et c'est pour ça qu'aussi ce mouvement, et donc Jean-Luc Mélenchon, sont mis dos à dos avec justement le Rassemblement national. Alors, justement, en parlant de leur programme, beaucoup disent que le programme du nouveau Front populaire est irréalisable, voire même un danger pour l'économie de la France. Est-ce que c'est vrai, ça, vous pensez? Alors, je ne suis pas économiste, je suis sociologue. Ce que je peux dire, c'est que, et c'est ça qui me pose véritablement problème, c'est pas de savoir s'il est réaliste ou pas. Par exemple, on a eu le Covid en 2020. Le programme qui était proposé par Macron n'apparaissait pas du tout comme irréalisable avant. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une dette extrêmement importante. Beaucoup plus importante qu'avant le Covid. Et d'ailleurs, cette dette, elle est due au Covid. Il faut arrêter d'oublier en fait cette situation-là. On doit beaucoup d'argent parce qu'il y a eu aussi le Covid. Donc, je ne sais pas si c'est irréalisable ou pas. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, on est dans un moment de crispation extrêmement important dans les partis politiques où on a trois forces qui finalement entrent dans un conflit extrêmement fort où on va justement dénigrer l'autre à un tel point qu'on va lui dire qu'il sort du champ républicain, qu'il sort de la responsabilité économique, etc., etc. Et que finalement, et c'est ça qui me pose presque problème, c'est que le programme du nouveau Front populaire, de ce que j'en ai compris, ne propose pas un horizon nouveau. Il propose des mesures pour aider les gens dans leur quotidien. Et oui, c'est très très bien, mais au final, est-ce que c'est véritablement le problème? À mon avis, c'est pas le seul, en tout cas, problème qu'il y a. Et au fond, la vraie difficulté non seulement pour le nouveau Front populaire, mais aussi pour les deux autres partis principaux, c'est que finalement, il y a eu une dissolution le 9 juin et qu'il faut voter le 30. Faire un programme politique en moins de 3 semaines, et là même en moins de 2 semaines pour le nouveau Front populaire, ça relève quand même du défi. Et en fait, aucun des 3 programmes n'est véritablement irréaliste, et il est même les 3 programmes me semblent être justement assez peu ambitieux en fin de compte.
Il y a peu de choses qui vont changer finalement, mis à part pour les étrangers ou les gens d'origine étrangère du côté du Rassemblement national. Alors, on a vu que dans le pays, on est dans une situation de grand chamboulement. Je voulais vous poser la question, est-ce que c'est de la faute d'Emmanuel Macron? Alors pas complètement. Il me semble qu'Emmanuel Macron, il est à l'image de son temps, de son époque, il en est l'expression en fin de compte. Contrairement à ce que peut-être lui imagine, il n'est que le résultat d'un certain nombre de déterminismes. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il est le président disruptif, comme on dit, Black Mirror. Moi, j'aime bien cette expression aussi, il se croit dans la série Black Mirror, Emmanuel Macron. Et Black Mirror, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventé. Quand on l'a élu, il a été élu sur la promesse qu'il allait changer la politique, la société, que finalement la droite, la gauche, il allait faire le en même temps, le plus efficace. Ça apparaissait comme quelque chose de très nouveau, mais en même temps, il n'était pas question de sortir de l'économie de marché, il n'était pas question de sortir de la mondialisation, il n'était pas question de réguler les marchés. Et en fait, on est sur un programme qui se veut très libéral au sens de Thatcher et de Reagan, matiné, avec quand même une solidarité d'État à la française. Et ça correspond tout à fait à ce qu'un certain nombre de personnes, de Françaises et de Français, ambitionnent pour eux-mêmes et pour elles-mêmes. Il est l'image même de l'entrepreneur, Emmanuel Macron. Mais en fin de compte, Bernard Tapie, dans les années 80-90, il était l'image de l'entrepreneur. On a d'autres figures, on a Bernard Arnault aussi, comme milliardaire, mais c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Et donc, il me semble que finalement, Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, il est vraiment à l'image de son temps, c'est-à-dire qu'on est sur la figure ultra valorisée de l'entrepreneuriat, et uniquement de l'entrepreneuriat. Et qu'à part ça, rien n'existe. Et donc, il pense que quand il décide quelque chose, ça va se réaliser, comme ces petits-enfants de 3-4 ans qui se voient tout-puissants, parce qu'il a beaucoup réussi dans sa vie. Donc, peut-être qu'il pense qu'il en est le responsable. Moi, ce que je vois quand même, c'est que on est, au final, il y a deux niveaux. Il y a au niveau politique, économique, il y a un certain nombre d'actions des partis politiques, des groupes économiques dominants, qui visent toujours à consolider leurs propres intérêts. Quand, par exemple, on voit les débats qu'il peut y avoir entre le Nouveau Front Populaire, le Rassemblement National et la majorité dite présidentielle, on voit bien que finalement, c'est les intérêts de certains groupes sociaux qu'on essaye de draguer. Il y a une forme de clientélisme derrière, non pas ethnique ou culturel, mais socio-économique. On va aller essayer de séduire les gens qui auraient besoin de sous à la fin du mois, par exemple, sans horizon aucun. Et ça, c'est, à mon sens, la responsabilité des partis politiques de longue date, en fait. Je pense très franchement que Hollande, Sarkozy, Chirac et les hommes et femmes politiques de leur temps ont contribué à être de plus en plus dans une forme de pragmatisme qui fait oublier finalement un certain nombre d'autres aspects qui fait qu'on va vivre ensemble. Il y a un deuxième aspect, je fais un raccourci parce que bien évidemment c'est plus compliqué que ça, c'est les attitudes individuelles. Pourquoi on a voulu de quelqu'un d'Emmanuel Macron en 2017 ? Pourquoi des gens de droite, de gauche, du centre se sont réunis autour de sa figure et ont fait éclipser et fait exploser le PS et les Républicains ? C'est parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut surtout, c'est notre réussite individuelle aujourd'hui. On a été convaincus par la promesse néolibérale que nous allions réussir individuellement et que les autres, peu importe. Les incivilités, par exemple, à mon sens, c'est pas parce qu'on est arabe, qu'on est noir ou qu'on est blanc. C'est parce qu'on n'en a rien à faire de l'autre. On n'est plus avec l'autre, on n'est plus en train de dialoguer avec lui. Ça n'a aucune importance de ce que vit l'autre. Pareil en voiture, pareil dans la rue, pareil à l'école. Finalement, on parle de harcèlement. Par exemple, le harcèlement scolaire, c'est intéressant, c'est qu'on a une plus grande sensibilité collective et institutionnelle à la souffrance due au harcèlement, mais en même temps, ça ne change pas les mentalités des gens qui harcèlent. Les gens qui harcèlent sont de toute origine. Ça n'a rien à voir avec la couleur, l'origine, même le statut social. C'est qu'on vit dans une société où aujourd'hui, c'est l'individu, la réussite individuelle qui va primer
sur finalement l'ensemble du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui me semble qui relève d'une responsabilité sociale et collective de l'ensemble des personnes qui vivent dans cette société. C'est pas la responsabilité évidemment des enfants de 3 ans, des jeunes de 15 ans, ni même des jeunes de 25 ans. Mais moi, quand j'étais jeune adulte, j'ai dû faire le choix, c'est soit je m'en sors dans la vie, soit je disparais, mais physiquement, je veux dire. Pour pouvoir manger, il a fallu que justement je devienne l'entrepreneur. Et ça, je pense qu'on est nombreux et nombreux à l'avoir ressenti, à l'avoir vécu et à se concentrer finalement sur notre propre parcours de vie, éventuellement sur sa famille, sur ses amis, sur nos proches, et à peu se poser la question, mais comment on fait pour vivre ensemble? Et on va chercher chez le politique les solutions pour vivre ensemble. Sauf que c'est nous qui vivons dans cette société. C'est pas Emmanuel Macron et c'est pas Gabriel Attal. Donc évidemment, le politique a sa responsabilité, les médias ont leur responsabilité, mais quelque part, on a envie de réponses simples, faciles. Ouais, c'est la faute des immigrés. Oui, si on baisse la TVA, mes fins de mois seront moins difficiles. Non, c'est faux. Mes fins de mois ne seront pas moins difficiles si on baisse le prix de l'essence. C'est complètement faux. C'est pas non plus en augmentant les salaires. Ça ne suffit pas. C'est pas ça dont il est question. Et ce genre de questionnements collectifs sociétaux reste à inventer chez les individus que nous sommes, dans les groupes sociaux auxquels nous appartenons, mais aussi dans les partis politiques et les groupes économiques. Alors, beaucoup parlent du risque énorme que prend le président de la République, qui a dit lui-même vouloir faire confiance aux Français. Beaucoup disent qu'ils ont l'impression que le président veut un peu abandonner le pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que au bout de cette année, le président veut un peu lâcher prise, parce qu'on a vu que ces 2 mandats ont été vraiment très mouvementés. Donc, est-ce que le président essaye, en faisant ce qu'il fait aujourd'hui, d'un peu lâcher le pouvoir? De fait, il le lâche. S'il remet aux mains des citoyens le choix de la législature, alors que ce n'était pas prévu avant 2027, c'est que quelque part, il croit à son discours de respiration démocratique, il croit à son discours de laisser le choix aux Français par qui ils veulent être gouvernés. Et bon, alors après, il y a ce qu'on appelle les offs qu'on entend dans les médias. Oui, il veut faire échouer le Rassemblement national parce que comme ça, on aura vu à quel point ils sont finalement en incapacité de réussir politiquement. On voit bien qu'en Italie, c'est pas du tout ce qui se passe, alors que le pouvoir en Italie, aux mains de l'extrême droite, a fait beaucoup de renoncements et de reniements par rapport à ses promesses électorales. Ça l'a pas fait baisser dans les sondages parce que c'est pas ça l'enjeu en fait. Encore une fois, la voie de l'espoir ne se situe ni à gauche ni dans le centre droit, qui là pour le coup est représenté par Macron. Il lâche de fait le pouvoir parce qu'il n'a pas le choix. Moi, ce que je remarque quand même, c'est il y a une espèce de double contrainte qui nous est faite, c'est qu'il faudrait voter librement et en même temps il faudrait bien voter. Et bien voter pour Macron, c'est voter pour sa majorité. Donc finalement, il veut récupérer le pouvoir parce qu'il a cru qu'il allait pouvoir le récupérer. Donc de fait, il le laisse, mais en même temps en se disant je fais le pari finalement que je vais toujours gagner encore une fois, puisque on peut quand même constater une chose, c'est qu'Emmanuel Macron n'a quasiment jamais échoué dans sa vie publique, et ça c'est quelque chose qui est plutôt rare. Alors, est-ce que c'est de la faute des médias? Est-ce que tout ce théâtre politico-médiatique, tous ces chamboulements, est-ce que les médias ont leur part de responsabilité dans ça? Je l'ai mentionné tout à l'heure, évidemment que les médias ont toujours eu un poids finalement sur l'avis que les citoyennes et les citoyens, les Françaises et les Français pouvaient avoir sur une situation donnée. Moi je trouve que le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, soit on pense que c'est la faute de l'immigration et de l'insécurité, soit on ne sait pas de quoi on parle. Mais quel est le problème en fait? Je veux dire, moi je me lève le matin, je sors dans la rue, je vois pas des immigrés mal intégrés. Non, je vois l'état de ma chaussée, je vois que mon enfant va à l'école ou pas, je vois les problèmes du quotidien et je vois aussi que j'ai ou je n'ai pas de perspective à 6 mois, à 1 an, à 10 ans.
Donc, c'est quoi le problème en fin de compte? Et là où les médias jouent un rôle important, c'est qu'ils ont dit que le problème, c'était l'immigration pour un certain nombre d'entre eux. Et qu'il n'y a pas d'alternative finalement médiatique à dire que c'est autre chose que l'immigration. Ah oui, ça va être le pouvoir d'achat parce que les sondeurs ont sondé et qu'on dit que c'est le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est pas... ça suffit pas, là encore une fois. Donc les médias ont bien évidemment leur part de responsabilité, mais je pense qu'on est dans un monde, jusqu'à peut-être jusqu'au 7 juillet au soir, on est dans une société où on a encore la liberté de pouvoir s'extraire de nos déterminismes. On est évidemment influencé par le pouvoir politique, par le pouvoir médiatique, par notre éducation, etc. Mais si on n'est jamais à essayer de s'extraire des influences que celles qu'on subit, on n'est jamais libre. Et je ne sais pas ce que c'est qu'être libre collectivement. Ça, c'est une contradiction assez importante. Néanmoins, en fin de compte, j'ai envie, en fait, quand je dis ça, j'ai envie de réveiller les gens aussi, de se dire ouais, c'est la faute de Macron, ouais, c'est la faute des médias. Mais si aussi on dit que c'est la faute de Macron et des médias, on va laisser le pouvoir aux politiques, aux partis politiques, partis partisans et aux médias. Et ça, dans une société dans laquelle on n'est pas dans un état totalitaire où il y a une propagande qui nous rabâche sans cesse que, je sais pas, Bachar al-Assad, c'est le plus grand des présidents, qu'Adolf Hitler, il est génial, ou que sais-je encore. Vous voyez, on n'est même pas dans une royauté démocratique. Enfin, on est dans un état où on peut changer un certain nombre de dimensions. Je dis pas que c'est facile à faire, mais, encore une fois, la responsabilité, elle est multiple. Et ensuite, de quoi parle-t-on réellement? Quel est le véritable problème aujourd'hui? Ok, merci beaucoup Martial Mesiani de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à dire pour finir l'interview? Oui, je voudrais dire deux choses. La première, c'est sur les propositions du Rassemblement national par rapport à l'école. Personnellement, je vais régulièrement dans des écoles pour mon travail. Je n'ai jamais vu un élève tutoyer un enseignant. Donc, le vouvoiement à l'école, oui, d'accord, mais pourquoi faire? Pourquoi on en parle là? C'est un choc d'autorité, c'est juste faire semblant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je vous invite toutes et tous à vous engager, en fait. À vous engager peut-être dans des partis politiques existants, mais aussi à vous engager en dehors des partis politiques existants, à vous engager collectivement, à créer des collectifs, à constituer vos propres ambitions politiques et sociales. Parce qu'en fait, c'est ça dont on va finir par mourir. C'est que s'il n'y a pas de nouvelles générations, et quand je dis nouvelle génération, je ne parle pas d'âge, mais de nouvelles personnes, tout simplement, qui vont arriver à peser en fait sur la société dans laquelle on vit, on va continuellement se retrouver avec des pouvoirs médiatiques et politiques qui vont instrumenter certaines peurs et certaines inquiétudes. Merci beaucoup Martial Mesiani. Merci à vous et merci pour l'invitation.